Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, donc je vais faire une conférence sur le thème de la gestion des conflits dans le couple, sachant que le couple, ça peut être en effet un couple de conjoints, mais ça peut être aussi dans une fratrie, ça peut être couple mère-fille, père-fils, etc. Ça peut être dans le travail, ça peut être un petit peu partout, le couple en général. Je suis ici à l'Evans Café, voilà, donc c'est à Lorient. Je suis accueillie par Christelle, la propriétaire, voilà, de l'Evans Café à Lorient. Et je fais aussi cette conférence dans le cadre du réseau Eros, Vénus et compagnie, voilà, créé, fondé par Lily Carantèse. Et évidemment, le sujet, l'amour, l'amour, mais aussi les conflits, forcément, parce que quand il y a des conflits, il n'y a plus d'amour. Donc voilà, ça va être un petit peu le sujet pour déblayer tout ça. Donc, alors je me présente vite fait, hein, donc je suis Anne Jamelot Bonali, donc je suis à Vannes et je suis sophrologue, je suis aussi maître formatrice en Reiki, et puis j'ai créé aussi une méthode de travail qui s'appelle ADAE, aide au discernement pour l'ajustement et l'harmonisation de l'ego, parce que c'est beaucoup de ça dont il va être question dans cette conférence, l'ego, voilà. Je suis aussi fondatrice de la formation en égologie. Donc voilà, bienvenue, merci d'être là. Et donc je vais démarrer en vous posant déjà des questions. En vous posant déjà des questions. À savoir, pour vous, c'est quoi un conflit? C'est con hein, comme question, mais il faut savoir de quoi on parle. C'est quoi être en conflit? Hein? En désaccord avec quelqu'un, ouais. Et la personne en face de soi, on n'arrive pas forcément à la convaincre Alors il y a question de désaccord, il y a question de convaincre l'autre. Ouais. C'est qu'il n'y a plus de communication, chacun reste sur ses positions. Alors plus de communication, chacun reste sur ses positions. Ouais. On n'a pas envie de faire d'efforts pour comprendre l'autre. Ah oui, il y a ça aussi peut-être, la notion de pas envie de faire d'efforts. Ouais. Que ce soit l'autre qui en fasse, mais pas nous. Voilà, ouais, il y a des gens qui ont... Il y a une démarche négative, destructrice en fait. Des remarques négatives. Ouais. Enfin, c'est une démarche négative, donc c'est avec des mots négatifs. Ouais. Une démarche négative, une démarche ouais. Dans sa tête, quoi, dans son esprit négative, ouais. D'accord, une attitude en fait. Une attitude négative. Ouais. Ok, d'accord. Oui, c'est tout ça et encore plus. Voilà. Donc en fait, à la base, il faut que je vous explique quand même les choses. En fait, il s'agit de stress aussi. Un conflit, c'est un stress. Donc je vais vous expliquer plein de choses qui vont faire des pièces de puzzle, puis après je vais les assembler. Hein. Parce qu'en fait, il s'agit de stress relationnel. Donc le travail que je fais en ADAE, c'est justement travailler sur le stress relationnel. Et quand on est en conflit avec quelqu'un, ou en désaccord, ou en mésattente, etc., on est vraiment dans une situation de stress relationnel avec l'autre. D'accord ? Et le stress, en fait, déjà quand on parle de stress, les gens ne savent pas trop de quoi il ressort, parce que les 3/4 des gens me disent qu'ils ne sont pas stressés. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont stressés. Donc, sauf au travail, quoi. Mais sinon, on ne se rend généralement pas compte qu'on est stressé par la relation. Et en fait, le stress relationnel, ça occupe quasiment toute notre vie. Et on ne s'en rend pas compte. Il y a très très peu de gens qui parlent de stress relationnel. Je suis une des rares à en parler, du stress relationnel. Je me suis fait vraiment experte dans ce travail-là, dans le traitement, non plus dans la gestion. J'ai intitulé la conférence « Gestion des conflits ». Mais en fait, il ne s'agit plus de la gestion des conflits. J'ai mis gestion parce que c'est un terme qui est connu. Mais on va plus loin que ça, en fait. C'est d'abord comprendre tout ce qui se passe dans ces conflits. Donc, en fait, c'est du stress relationnel. Et le stress, c'est quoi ? En fait, le stress, en effet, c'est à partir du moment où il y a quelque chose qui n'est plus en accord avec nous-mêmes déjà. C'est-à-dire que c'est le syndrome général d'adaptation. C'est-à-dire que vous êtes dans un état lambda,
Et puis il y a quelque chose qui va vous stresser, qui vient de l'extérieur. Le stress est provoqué par des stimuli extérieurs, des stimuli sensoriels. Donc là, si je parle de relationnel, ça va être en effet peut-être des attitudes physiques, donc c'est la vue, vous voyez l'autre dans ses attitudes, dans ses mimiques, dans ses haussements de sourcils, haussements d'épaules, voilà, je tourne le dos, enfin, etc. Voilà. D'accord? Et puis, il va y avoir aussi la voix, le ton de la voix, il va y avoir les mots que l'on emploie, donc là, on va être dans quelque chose de plutôt auditif, d'accord? Et puis, il peut y avoir aussi le toucher, c'est-à-dire on se touche plus, ou alors on se touche, mais mal. Ça peut être agressif le toucher, ça peut être violent, et puis ça peut être aussi mal touché, ça peut être quelque chose, voilà. En tout cas, voilà, ça peut être à tous les niveaux sensoriels. Alors je peux parler aussi de l'odorat, hein, et puis du goût, mais là c'est un petit peu moins sauf si on met des trucs désagréables dans la nourriture de l'autre. Et ça peut arriver aussi à la cantine, à la cafétéria, à la maison, pourquoi pas. Voilà. Et en fait, là, ce dont je vous parle, il s'agit des signes de reconnaissance. C'est-à-dire que les signes de reconnaissance, c'est la base de tout. Voilà, la base de notre communication. Vous avez parlé, mésentente, manque de communication, non-respect, convaincre l'autre, etc. On est dans la communication. Et en fait, quand on est tout petit, on reçoit des signes de reconnaissance qui sont, alors ça c'est, je vous parle un petit peu d'analyse transactionnelle, mais c'est vraiment la base, qui sont les signes de reconnaissance verbaux, voilà, tout ce qu'on peut se dire, non-verbaux, c'est-à-dire tout ce qu'on peut signifier par nos attitudes, par nos actions, par nos non-actions, par nos... voilà. Et aussi le côté positif, c'est-à-dire des choses agréables plutôt, et puis négatif, c'est ce qu'on va nous interpréter comme quelque chose de désagréable. Voilà. C'est pas forcément voulu que ce soit désagréable à la base, mais on va souvent l'interpréter comme quelque chose de désagréable. Et en fait, on reçoit ça, ces signes de reconnaissance, depuis qu'on est tout petit. Depuis qu'on est, et même avant, parce que nos parents en ont reçu aussi, et puis finalement, même quand on est dans le ventre de la maman, en fonction de ce que la maman reçoit, eh bien, mine de rien, le bébé, il reçoit aussi. Et on va grandir avec ça. Et quand on est, on reçoit plein de signes de reconnaissance, voilà, des sourires, des areux, des câlins, des caresses, des choses comme ça, mais aussi des signes de reconnaissance, quelquefois désagréables, comme, dis donc, il n'a pas un joli nez, hein, ou alors, il a les oreilles de grand-père, hein, tu trouves pas, dis donc, c'est pas gagné pour lui, hein, enfin, des choses comme ça, voilà. Enfin. Et puis, ça peut continuer, comme ça, des choses verbales pas forcément agréables tout au long de la vie, hein, et puis aussi du non-verbal pas forcément agréable aussi. Et il y a aussi de l'agréable, mais aussi du pas agréable, voilà. Et on va grandir avec ça. Et il y a aussi, surtout, les signes de reconnaissance. Alors, j'ai dit verbaux, non-verbaux, positifs, négatifs, et surtout conditionnels et inconditionnels. Conditionnel, c'est ce qui est conditionné à un aspect de vous-même. Par exemple, je disais le nez tout à l'heure. Voilà, le nez, les oreilles, etc. C'est conditionné à un aspect de vous-même. Ça peut être conditionné à votre voix, votre façon de parler, votre façon de marcher, votre façon de servir le thé, votre façon de n'importe quoi, d'accord ? Ou la manière dont vous vous tenez, vous vous habillez, votre voix, n'importe quoi, d'accord? Ça, c'est conditionnel. Et l'inconditionnel, c'est vous tout entier. Donc, t'es merveilleux, t'es formidable, t'es quelqu'un d'extraordinaire, ou alors t'es un petit con, bouge-toi de là, je veux pas te voir. Donc ça, c'est plutôt inconditionnel aussi. Ou alors, on change de trottoir quand on voit quelqu'un, ça, c'est aussi du conditionnel, mais négatif et non-verbal. Hein, on change de place quand quelqu'un vient s'asseoir à côté de nous, puis nous on change de place, par exemple, vous voyez, ça c'est du non-verbal, négatif, inconditionnel. Voilà. Donc il y a plein de signes comme ça, et c'est très important de pouvoir justement reconnaître le conditionnel de l'inconditionnel. Parce que quand on vous dit quelque chose et que c'est conditionné à un aspect de vous-même, et que vous en avez conscience, c'est très important. Parce que si vous prenez ça pour de l'inconditionnel, si quelqu'un vous fait une remarque juste sur un aspect de vous-même, et que vous prenez ça de façon inconditionnelle, c'est-à-dire quelqu'un vous dit ton écharpe là, c'est pas terrible, et puis vous dites quoi, qu'est-ce qu'il y a, je te gêne peut-être, tu veux que je m'en aille, voilà. Là vous le prenez pour vous. Vous le prenez pour vous, vous prenez comme quelque chose d'inconditionnel, alors qu'en fait c'est juste conditionné à votre écharpe, par exemple.
Et dans la vie de tous les jours, c'est comme ça, mais très très souvent. Et nous aussi, on émet des signes de reconnaissance positifs, négatifs, conditionnels, inconditionnels, verbaux, non-verbaux. On en émet toute la journée, on s'en rend pas compte. Donc ce que je raconte, c'est pas simplement l'autre, hein, c'est aussi vous, c'est nous. Ce qu'on émet aussi. Et quand on n'a pas conscience de ça, forcément, des fois l'autre il peut se mettre en rage et vous dire bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, bah quoi, bah non, mais on s'en rend pas compte des fois de ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire, et chez la personne en face, ça peut réveiller des choses qui viennent de loin, qui viennent de l'enfance, de ce qu'elle a pu vivre quand elle était petite, et puis simplement même un truc récent, hein, c'est pas forcément dû à l'enfance, hein, faut pas non plus tout mettre sur l'enfance, d'accord? Et ça c'est très très important à comprendre, cette notion-là, parce que quand on arrive à faire le tri, si quelqu'un me dit par exemple tu comptes rester habillé comme ça toute la journée, si moi je le prends pour moi, je vais dire bah je te plais pas, ok, bon bah je m'en vais, tu m'aimes pas, etc. Par contre, si je dis bah oui, parce que oui, je compte rester comme ça habillé toute la journée, oui, moi ça me va. Si ça te va pas, quel est le problème? Là, on peut entrer en communication, vous voyez. On peut le prendre sur le ton de la plaisanterie. On peut le prendre sur le ton de la plaisanterie quand on est en capacité de prendre sur le ton de la plaisanterie, Oui, voilà, parce que c'est pas toujours le cas. C'est facile à prendre sur le ton de la plaisanterie quand on a du recul, quand on a la conscience de ce qui se passe et qu'on a et que ça ne touche pas un aspect de nous-mêmes qui remonte à loin aussi. Et donc en fait, souvent, on est dans la réaction. On est dans la réaction, c'est-à-dire qu'on réagit. Là, quand je dis, bah oui, je compte rester comme ça toute la journée, je ne suis pas dans la réaction. J'ai conscience de ce qui se passe. J'ai conscience de, oui, moi je suis bien avec ma façon de m'habiller, et donc je vais dire, oui, je suis dans l'action. J'agis, c'est-à-dire quelque chose de conscient. Quand on n'est pas conscient, on est dans la réaction. Voilà, on réagit. On réagit avec la voix, on réagit par les yeux, on réagit par nos attitudes, on réagit. Et en fait, on ne se rend pas compte le nombre de fois que l'on peut être en réaction contre quelqu'un de notre famille, notre conjoint, un frère, une sœur, notre mère, etc., le voisin, etc., pendant la journée. On est très souvent en réaction, on ne s'en rend pas compte. Et quand on est en réaction, ben, ce sont des aspects de notre ego, en fait, qui s'immiscent. Alors je vais vous faire un petit... J'en ai des acolytes. Pour vous expliquer un petit peu tout ça, vous allez mieux comprendre. En fait, à la base... Je vous montre une petite patate, une pomme de terre, une petite patate, d'accord? Cette petite patate, bah, on va dire que c'est notre ego, à la base. Quand on est, notre ego, bah, il est comme ça, il est, vu de l'extérieur, il est gentil. Après, à l'intérieur, c'est pas forcément très cool. Et puis, pendant son enfance, il va recevoir des pics. Vous voyez, une petite pique là, une petite aiguille, voilà, et puis hop, une autre petite pique, hein, des petites choses pas très agréables. Je montre ici un petit peu plus, encore une petite pique, voilà, hein. Puis ça va continuer comme ça, à l'école, pareil, des petites piques, les instits, des petites piques, les copains, des petites piques, voilà, les petites piques, non, c'est pas là. C'est pas ça. C'est pas ça, non. Bref, alors voilà, des punaises aussi, je mets des punaises, parce que vous en avez rencontré des punaises. Ouais, ça sent Hein, pas bon. vous savez ce que c'est, les punaises? Alors je parle pas des punaises de lit, hein. Quoi qu'il peut y en avoir aussi, hein, aussi. Voilà. Puis des clous, alors des doubles crochets, vous voyez, des trucs, les gens ont fait des doubles crochets, hein, des trucs, Ça va faire mal. bien, ça fait mal ça, hein, ça a l'air. Puis alors il y en a aussi, bah, le truc, la vis, vous voyez, le truc là, puis on enfonce, puis on vise bien, puis on y revient, parce que c'est pas assez, puis on y revient. Ça c'est des trucs qu'on peut entendre dans notre enfance à répétition, du style, bah tu sais pas t'habiller, ou tu sers à rien. J'ai rabaissé. Hein, les rabaissements, mais qui reviennent à répétition, toujours les mêmes petites phrases, etc. Mais on enfonce. Et puis peut-être qu'il y en a d'autres qui vont dire à peu près la même chose, donc ça va raviver le truc. Vous voyez, c'est bien enfoncé là, hein. Là, pour l'enlever, là, bonjour. Hein. Voilà, et puis un clou, un gros truc, là, où les fait bien mal. Là. Puis des fois, il y a des pieux aussi, des trucs comme ça, vous voyez. Des pieux, là, un gros pieu, là, puis qui traverse bien, là, de l'autre côté. Hein. C'est la torture. Hein. Bah, c'est ça qu'on vit en fait. On vit plein de choses comme ça dans notre vie, depuis tout petit. On s'en rend pas compte, mais il faut savoir aussi que nous aussi, on inflige ça aux autres. Nous aussi, on inflige ça aux autres, autour de nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah, vous voyez, ça, c'est notre ego.
Et puis à la longue, à force de recevoir comme ça des pics et des trucs pas agréables, etc., eh bien, notre ego, il devient comme ça. Encore, là, je suis gentille parce que j'aurais pu en rajouter. Hein. Ah, merdouille. Merdouille, voilà. Ça donne un truc comme ça à la fin. Vous voyez, voilà, c'est bien gratiné. Voilà. Alors ça, en fait, bah, tout ce que je vous ai expliqué là, ce sont ce que j'appelle moi les souffrances égotiques. Voilà, c'est les blessures narcissiques, etc. Donc c'est tout ce qui peut nous faire mal. Voilà. Mais c'est pas forcément conscient. On n'en a pas conscience de tout ça. C'est bien enfoui au fond de nous. D'accord ? Et donc, ben, on est comme ça. Mais on est tous comme ça. C'est-à-dire que tout ça, là, toutes ces piques, etc., toutes ces aiguilles, toutes ces clous, etc., ça représente nos souffrances égotiques. C'est-à-dire qu'à la base, ben, on arrive, on est le plus innocent possible. Et puis à la longue, ça donne ça. Et en fait, ben, tout ça, ça prend de la place. Vous voyez, si vous imaginez ça, ben, vous êtes ça, puis il y a toutes les aiguilles autour de vous. Ben, c'est toutes les petites choses sur lesquelles on peut toucher, puis ça fait mal. Ça va vous hérisser. C'est toutes les réactions que ça va enchaîner chez vous. Toutes vos réactions. D'accord ? Mais en fait, ça, eh ben, c'est votre ego qui est en souffrance. Qui souffre. D'accord ? Et vous allez, vous, pendant votre vie, essayer de vous forger un caractère, une identité en fonction de ça. Soit être plutôt réservé ou timide, ce qui n'est pas la même chose forcément, ou voilà, je ne me mets pas trop en avant, ou, voilà, ou alors au contraire plutôt va-t-en-guerre. Hein, ou plutôt agressif, ou plutôt ouh, c'est moi, regardez-moi, je suis là, j'existe, etc. Enfin bref, on va avoir plusieurs traits de caractère, d'accord ? Mais il y en a qui vont l'emporter sur d'autres. Parce qu'on fait comme on peut, d'accord ? Pour survivre dans tout ça. Ok ? Et en fait, moi, c'est ce que j'appelle ça, l'ego surdimensionné. Pour moi, nous avons tous un ego surdimensionné, parce que nous sommes tous en souffrance. Pour moi, l'ego surdimensionné, c'est pas juste la personne qui ramène sa fraise, qui est là, etc. Non, peut-être qu'elle ramène sa fraise parce qu'elle a besoin d'être connue, d'accord ? Mais autant que la personne timide, pareil, autant que la personne qui n'ose pas, qui ne s'autorise pas, qui se met toujours en retrait, pareil. Toutes les souffrances sont là. C'est juste qu'elles ne se manifestent pas de la même manière. Mais nous avons tous un ego surdimensionné. Voilà, donc ça c'est la base à comprendre. Parce qu'en fait, on est tous en souffrance, et vous vous rendez compte que ça, en fait, bah, c'est plutôt repoussoir. C'est pas très attractif, hein. Ça repousse, et on ne se rend pas compte à quel point tout ça, ça repousse. Mais ça, en fait, c'est quoi? Alors, je vous parle d'ego. En fait, l'ego, à la base, je reviens à ça parce que c'est hyper important, hein. C'est la base de tout dans la relation. Alors à la base, il est équilibré, il est dans la justesse. Hein. Et puis on va avoir beaucoup, peut-être, plus ou moins, de signes de reconnaissance négatifs, verbaux, non-verbaux, conditionnels, inconditionnels. D'accord ? D'un côté. Mais de l'autre côté, on va avoir aussi un manque de signes de reconnaissance positifs, verbaux, non-verbaux, conditionnels, inconditionnels. Donc, un côté, vous avez trop de pas agréable, et de l'autre côté, vous avez une carence de agréable. Ok ? Ben, les deux vont donner des souffrances égotiques. C'est-à-dire autant les trop que les pas assez. Si vous avez manqué de regards affectueux, de câlins, de tendresse, d'encouragement, de félicitations, de valorisation, simplement de regards gentils, bienveillants, simplement de regards même, simplement ça, de merci, de gratitude, de signes de reconnaissance positifs. Vous êtes en souffrance, c'est ce qu'on appelle les carences affectives, d'accord ? Et si vous avez reçu trop de choses pas forcément valorisantes, c'est pareil, vous êtes en souffrance. De toute façon, on est en souffrance, de toute manière. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on vit avec ça. On se forge un caractère, on fait du mieux qu'on peut. Alors dans tout ce que je vais raconter, soyez clairs, je ne porte aucun jugement et je ne condamne rien, ni personne, ni même pas les parents, les aïeux, etc. Parce que tous, on est tous dans le même bain, on est tous comme ça. On a tous été forgés comme ça, depuis la nuit des temps. Et ça continuera à être comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas de vrai travail sur notre ego. Donc ça va continuer. D'accord ? Mais ça, c'est vachement important à comprendre.
Parce que c'est possible de faire autrement. C'est possible. Comment? Alors en fait, toutes ces souffrances égotiques, elles sont, j'ai dit, repoussoires. Bah oui, parce que quand vous êtes en manque, vous avez manqué par exemple de câlin ou de tendresse, eh bien dans votre vie, parce qu'on ne peut pas vivre sans ça, tout ça, toutes ces choses dont je vous ai parlé, on ne peut pas vivre bien sans ça, on ne peut pas être équilibré, on ne peut pas être en harmonie, on ne peut pas être serein, on ne peut pas être en paix sans tout ça. Donc en fait, on va être en recherche, en attente de ça. Et quand on va rencontrer des personnes qui vont nous donner ce dont on a manqué, on va un petit peu s'y accrocher. On peut rentrer très vite en dépendance affective. La dépendance affective, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a manqué de tout ça, et donc en fait, on va être en recherche de ça, mais des fois c'est complètement inconscient. Parce que, en fait, tout ce que je vous raconte, tous ces signes de reconnaissance, là, etc., nous ont façonnés d'une certaine manière, ce qui fait que on va développer des traits de caractère, mais on va développer aussi des croyances. La croyance qu'il faut se conduire comme ça, qu'il ne faut pas faire ça, qu'il faut dire ça comme ça, qu'il ne faut pas dire ça. Il y a des choses à ne pas faire, à ne pas dire, etc. Mais ça nous vient de nos éducateurs, que ce soit les parents, que ce soit les instits, que ce soit les frères et sœurs, les cousins, les cousines, le voisin, la grand-mère, etc. D'accord? On a appris, donc on croit que c'est comme ça. D'autre part, des fois il vous arrive un truc une fois, et ça y est, vous pensez que c'est universel, c'est toujours comme ça que ça doit se passer. Voilà, ça il vous est arrivé, ce truc-là, une fois, donc c'est sûr que ça va recommencer. Et non, c'est juste une croyance. Mais là, du coup, c'est vous qui entamez la croyance. C'est pas un truc qu'on vous a répété, c'est juste que vous l'avez vécu une fois, ça a été fort pour vous. Donc vous entamez, vous commencez à construire en vous la croyance que ça va être comme ça tout le temps. C'est-à-dire vous ratez un truc, un soufflé au fromage, eh ben, c'est sûr que vous n'êtes pas faite pour faire un soufflé au fromage. Donc vous allez arrêter. Ah non, moi je suis pas faite pour ça. Bah non, une fois j'ai essayé, j'ai raté, donc c'est... voilà, donc c'est juste un exemple, le soufflé au fromage, hein, c'est pour être soft, mais, mais on va bâtir des croyances, comme quoi on est nul pour certaines choses, tout ça, ça peut être simplement parce qu'on l'a vécu une seule fois. Voilà. Donc on va, en fait, avec tout ça, on va être bâti par des croyances, du coup, qui vont nous amener à des tendances de comportement. On va avoir tendance à se comporter de telle manière, parce qu'on croit que c'est comme ça, qu'il faut faire, ou qu'il faut dire, ou qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas dire. D'accord ? Et puis aussi, on va avoir des besoins de tendresse, d'être aimé, d'être regardé, d'être chouchouté, d'être admiré, d'être encensé peut-être, hein, ça dépend de l'enfance que vous avez eue, mais si vous avez été un bébé où tout le monde était autour de vous, oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon, qu'est-ce qu'il est chouette et tout, etc., et puis qu'au fur et à mesure c'est de moins en moins, vous allez être en recherche de ça, de gens qui vous encensent, qui vous admirent. Mais on ne va pas le reconnaître parce que c'est nul quand même, on ne peut pas être dans l'attente de ça. C'est pas bien. C'est pas bien d'attendre d'être admiré, d'être encensé, tout ça. Donc on va enfouir parce que c'est pas bien de penser. Ben non, mais n'empêche, c'est un besoin que vous avez. Donc quand on travaille sur l'ego, c'est être en reconnaissance de tout ça aussi. De tous ces trucs-là qui sont pas forcément très vertueux, très nobles, etc. Mais n'empêche qu'ils sont là. Voilà. Et donc quand vous allez trouver quelqu'un qui vous encense, qui vous admire, etc., voilà, ben vous allez peut-être tomber en dépendance affective, peut-être. Si on n'a pas le discernement, de dépendance affective de ça, de ce phénomène-là que vous allez rechercher, d'accord? Et puis, ça va aussi créer, alors moi j'appelle ça les besoins excessifs, c'est-à-dire que comme vous êtes en souffrance, il y a un excès de ce besoin-là. Un excès de ce besoin-là qui fait que vous vous comportez de cette manière-là. Et puis, il va y avoir des désirs aussi, c'est-à-dire des aspirations à devenir comme Brigitte, comme Michel, comme Norbert, comme je sais pas, parce que il fait ça, ou alors devenir ceci, cela, parce que, et puis des aspirations à avoir un business qui marche, à avoir des aspirations à un tas de choses, aussi à trouver dans sa vie des choses extraordinaires, et qui vont être vaines, parce qu'en fait, finalement, vous allez mettre énormément d'énergie là-dedans, et puis au bout de 10 ans, 20 ans, ça ne sera toujours pas abouti, et vous allez vous poser la question de dire, est-ce que c'est vraiment pour moi? Pas forcément. Mais ça aussi, ça vient de ces souffrances égotiques de départ.
C'est parce que bah, vous avez eu des modèles, vous avez eu aussi des idées préconçues, des croyances qui forgent aussi ces désirs. Et puis on est aussi façonné par des résistances, c'est-à-dire des réticences, des non-autorisations, toutes les choses qu'on s'empêche, toutes les choses qu'on ne s'autorise pas, toutes les choses auxquelles on ne croit pas, toutes nos peurs, tous nos blocages, tous nos mais, tous nos oui mais, tout ça, ce sont toutes nos résistances. Et souvent elles s'inscrivent dans le corps, les résistances. C'est-à-dire que votre corps peut avoir des douleurs par-ci par-là, des problèmes, des maladies. Ça vient du stress relationnel, hein, tout ça, je parle du stress, hein. C'est du stress tout ça. Et le stress relationnel, le stress crée des maladies, le stress relationnel crée des maladies aussi. On peut avoir un tas de choses dans le corps qui débloquent, qui déconnent, mais de toutes sortes. Ça peut être prise de poids, ça peut être amaigrissement, ça peut être des poussées d'eczéma, ça peut être des maladies auto-immunes, ça peut être des problèmes dentaires, ça peut être un tas de choses, tout ce que vous voulez, tout peut y passer, qui sont à la base dues à ces souffrances égotiques, qu'on est incapable de discerner, parce que c'est un travail, un vrai travail. D'accord? Donc tout ça, ça forge. C'est important que je vous explique tout ça, parce que ça forge un climat conflictuel. Parce que si vous êtes en demande par rapport, si je prends le conjoint ou la conjointe, voilà, la personne avec qui vous vivez, admettons. Si vous êtes dans des demandes dont vous n'avez pas conscience, si vous êtes dans des attentes dont vous n'avez pas conscience, vous allez attendre de la personne des choses qu'elle n'est pas forcément en capacité de donner, parce qu'elle a été éduquée d'une autre manière, parce qu'elle a aussi ses croyances, ses tendances de comportement, ses désirs propres, ses besoins propres, et aussi ses résistances. Donc, au début, quand on rencontre quelqu'un, c'est tout feu, tout flamme. Même dans le business, ça peut être tout feu, tout flamme, on s'emballe. Même le voisinage, hein, j'ai un super voisin, même notre chien, même j'en sais rien, c'est tout feu, tout flamme. Et puis, à un moment donné, il y a des choses qui vont de moins en moins bien. Parce que ça y est, le côté aveuglement avec alors les hormones, l'ocytocine, la dopamine, la sérotonine, etc., là, qui sont là quand on découvre quelque chose, quelqu'un, on est bien et tout, voilà, tout ça, c'est au bout d'un moment, et puis il y a notre vraie personnalité qui ressort. Parce qu'au début, aussi, on veut faire croire qu'on est quelqu'un comme ça. Alors ça, je vous présente Popcorn. Donc c'est une petite licorne avec un petit pompon. Popcorn, elle est mignonne, elle est gentille. Et généralement, on veut faire croire qu'on est popcorn à l'autre. Bah oui, parce qu'on est dans la séduction. Parce qu'on veut travailler avec machin, on veut que l'autre nous aime, on veut que l'autre nous prenne dans ses bras, on veut que l'autre nous embauche, on veut que... Donc on est popcorn, voilà. Et puis pom-corn, tu vois, c'est un petit pompon. Et puis une licorne. Pomme-corn, je l'ai appelée Pomme-corn. Elle est trop mignonne, elle est toute douce. Ah, elle est mignonne, Pomme-corn. Voilà, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, n'est-ce pas? Mais derrière Pomme-corn, attention. Parce que quand ça va pas, eh bien, il y a Patator. Patator derrière. Donc nous avons tous un Patator en nous. On aimerait tous que tout le monde nous voit comme une popcorn. Enfin, je généralise, c'est peut-être pas forcément le cas de tout le monde. Hein. Mais enfin, bon, si on observe un petit peu, hein, on aimerait bien que tout le monde nous prenne pour quelqu'un de bien, de fabuleux, de gentil, de tout ce que vous voulez. Ça, c'est le bon côté, quoi. Mais derrière, il y a Patator. Patator qui, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, il va réagir, il va être en réaction. Et quand on est en réaction, eh bien en fait, là, ce sont nos souffrances égotiques qui ressortent. Voilà, parce qu'on a appuyé sur un truc, ou parce que l'autre en face ne répond pas à nos attentes, à ce qu'on voudrait, qu'il devrait comprendre quand même, parce que c'est implicite. L'autre devrait forcément comprendre ce dont on a besoin, n'est-ce pas, sans qu'on ait besoin de le dire. Hein, c'est pas la peine besoin de le dire. S'il nous aime, il peut comprendre sans qu'on ait besoin de le dire. C'est ça l'amour. C'est pas comprendre l'autre sans qu'on ait besoin de parler, n'est-ce pas? Ben non, ça marche pas comme ça. C'est pas normal. Si tu demandes trop, c'est pas normal. Eh ben non, c'est pas normal si on demande trop. À un moment, et oui, mais exactement, tout à fait, à un moment donné, il y a quelque chose. Hein, il y a forcément quelque chose. Et ça va dans les deux sens. Parce que l'autre peut aussi nous demander des choses, être en attente de nous. De nous aussi. Avoir des attentes de plein de choses. Hein. À vous de chercher dans votre tête qu'est-ce que vous attendez de l'autre aussi.
que ce soit dans la famille, ça peut être aussi par rapport à un frère ou une sœur, hein. Ça peut être une mère avec sa fille ou une fille avec sa mère, hein. C'est pas forcément des conjoints, comme je l'ai dit, hein. Tout couple, hein, d'accord? Et quand on est dans l'attente, de l'attente, quand on est dans des besoins excessifs, des désirs excessifs, mais qu'en même temps on a des croyances, voilà, qui sont pas forcément ajustées par rapport à la situation. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais trouver comme croyance? Je crois qu'il faut que je sois toujours souriante pour que Guillaume fasse attention à moi. Voilà, j'ai cette croyance-là, ou qu'il faut que je sois toujours souriante, tout simplement, parce que j'ai appris que c'était comme ça, il fallait être dans la vie. Voilà. Mais est-ce que, au fond de moi, je suis vraiment souriante pour de vrai, ou est-ce que je me force à être souriante? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être souriante? C'est juste un exemple, hein, c'est juste pour donner. Hein. Est-ce que je me force? Parce qu'il y a des fois, on n'a pas du tout envie d'être souriant. On a envie de dire merde, on a envie de dire non, là je suis pas d'accord. Hein? Eh ben oui, mais c'est pas si simple. Ça a l'air très simple apparemment pour non, pas simple. C'est la vie qui a fait. C'est la vie qui a fait, voilà. C'est la vie moi la tête. Hein, ouais. C'est la vie qui a fait que. Ouais. Voilà. On est vécu. Ouais, c'est ça. Mais dès qu'on a un contrôle, on est en stress. Exactement. Dès qu'on a. Forcé. Dès qu'on a un contrôle, il y a un stress. Voilà, tout à fait. Ça va à l'encontre de notre réalité profonde. Voilà. En fait, je définis l'ego comme cet aspect de nous-mêmes qui cherche à exister aux yeux des autres, qui cherche à exister d'une manière ou d'une autre, aux yeux de l'autre, des autres, du monde entier peut-être, voilà, et dont les souffrances voilent notre âme, c'est-à-dire les souffrances égotiques, voilent notre âme, c'est-à-dire nous empêchent vraiment de nous révéler tel que l'on est vraiment, voilà, et aussi de notre cœur de vraiment vibrer à son plein potentiel. Parce que tout ça, c'est des aiguilles, en fait, qu'on a plantées, qui sont plantées en nous, mais qu'on s'auto-plante aussi, hein, parce qu'on en rajoute des fois. Hein. Et c'est comme si la patate, en fait, c'était un petit peu notre sous-cœur, quelque part. Et comme quand on en a gros sur la patate. Et on en a gros sur la patate, un peu. Hein. Et du coup, et notre ego, quand il est trop en souffrance comme ça, et qu'on a toutes ces aiguilles, on essaye de faire croire, on essaye de croire aussi soi-même. On pense qu'on est bien, qu'on est quelqu'un de bien aussi, voilà, on fait tout ce qu'il faut pour que tout aille bien dans la famille, on fait tout ce qu'il faut pour que tout aille bien dans le couple, on fait tout ce qu'il faut, on fait tout ce qu'il faut. C'est l'autre qui a un problème. L'autre, il fait pas ce qu'il faut. Mais nous, on fait tout ce qu'il faut. Hein, voilà. Mais en fait, c'est pas le cas. Et du coup, on croit qu'on fait, mais on est encore dans des croyances. Et on est des fois à côté de la plaque. Parce qu'il manque quelque chose d'essentiel, en fait. Hein. Ouais. C'est-à-dire l'écoute. Oui. Sans parler de mon truc perso, hein. Mais bon, moi j'étais beaucoup, certaines personnes je tenais énormément, que ce soit famille ou en couple. Et ben après, moi perso, à un moment, je me suis dit, t'arrêtes de souffrir. J'ai beaucoup d'empathie envers les gens, je suis comme ça, je suis hypersensible. Ouais. Mais à un moment, je me suis dit, stop. S'ils veulent pas de toi, je leur veux pas du mal, mais j'essaye maintenant, c'est pas dire que ça me fera pas souffrir encore, ouais. Mais j'ai envie de moins me prendre la tête. Tout à fait. Ouais. C'est tout à fait légitime, on a en effet envie de se prendre moins la tête, c'est clair. Mais est-ce qu'on y arrive vraiment? C'est sûr. C'est vers là que je veux aller. C'est juste que c'est pas juste de la gestion des conflits. Là, ce dont tu parles, c'est de la gestion. On gère en prenant soin de soi, en s'éloignant, en essayant de se respecter, etc. Et c'est déjà en faisant des choix. Exactement, voilà. Et là, en fait, il ne s'agit même plus de la gestion dont je vais parler progressivement, mais du traitement des conflits. Voilà. Et pour ça, en fait, il y a déjà ce travail d'écoute envers soi-même, mais vraiment, pas simplement d'écoute de nos besoins, etc., mais vraiment d'écoute de tout ce qui se passe en nous. Là, je vais parler du travail de discernement. Le discernement, c'est un sacré travail. Le discernement, c'est voir clair. C'est dans cette capacité de lucidité, d'objectivité. On n'est plus dans la subjectivité.
on est dans l'objectivité, la capacité à voir clair à tout point de vue. C'est-à-dire voir clair dans tout ce qui se passe dans notre corps. C'est-à-dire qu'on peut se persuader que ça va, on prend du recul, etc. Puis dans notre corps, il y a des choses qui... Alors moi j'appelle ça tous les greux. Les greux qu'on a dans le corps, là ça c'est ma signature, les greux. C'est comme ça que, en tant que thérapeute, je signifie, d'ailleurs je me dis égologue et greulogue. Je suis greulogue, je vous aide à discerner tous vos greux internes. C'est-à-dire que le travail c'est d'arrêter de se mentir, mais vraiment pas. Mais vraiment, c'est un travail de vérité avec soi-même, et c'est ça ce travail de discernement. Alors vous avez fait ce travail déjà avec moi, donc vous savez de quoi il retourne. Hein. Et c'est un travail de fourmi, c'est un travail chirurgical pour comprendre tout ce qui se passe dans le corps, dans une situation, même une seule situation conflictuelle, un truc bien spécifique, pour pouvoir comprendre tout ce qui se passe au niveau corporel, au niveau comportemental, ce qui se passe aussi au niveau émotionnel, tout ce qu'on éprouve, les sentiments, notre état d'esprit, et tout ce qui se passe aussi dans notre tête, tous nos comportements psychiques, toutes nos tendances psychiques, comportementales, psychiquement, etc., nos dialogues internes, tout ce qui se passe là, à un instant T. Le discernement, ça va être ça. Ça va être en capacité de voir dans une situation, à un moment donné, et le plus raccourci possible, tout ce qui se passe en soi, à tous ces niveaux-là, et aussi au niveau relationnel. C'est-à-dire aussi, quelles sont toutes nos attentes, qu'est-ce qui déclenche ça exactement, quelles sont toutes nos attentes, qu'est-ce qu'on pense que l'autre pense de nous, qu'est-ce qu'on pense que ceci, que cela, enfin, on dissèque tout. Pour comprendre au bout du compte, quels sont derrière tout ça, tous nos besoins, évidemment en excès, nos désirs, nos aspirations, mais qui ne sont pas justes, vaines, je vais dire, là je parle de vanité, c'est-à-dire tout ce qui est vain, de discerner aussi derrière toutes nos résistances, les croyances aussi, qui sont pas, je ne parle pas de croyances erronées, c'est juste des croyances, mais qui ne sont pas justes à ce moment-là. Voilà. Et toutes nos réticences, nos résistances derrière. C'est un travail de fourmi, et qui permet justement, à partir de là, de se libérer de tout ça, aiguille par aiguille. On enlève. Et c'est-à-dire que petit à petit, on peut vraiment arriver à nettoyer ce patator, à le détoxifier de toutes ces souffrances égotiques. C'est-à-dire que l'ego, petit à petit, là, les souffrances égotiques, donc l'ego surdimensionné, il rétrécit petit à petit. On est de moins en moins repoussoir. Parce qu'en fait, quand je dis qu'on est repoussoir, c'est très important de comprendre ça. Parce que quand on est dans des besoins énormes, des désirs qui sont vains, des tendances de comportement, etc., par rapport à des attentes qu'on peut avoir d'une autre personne, eh bien, en fait, ça arrive à l'inverse. On est repoussoir. On est au contraire de la loi de l'attraction. Là, on est en plein dans la loi de l'attraction. Là, ce dont je vous parle, c'est quelque chose de fondamentalement énergétique. Quand on parle d'énergie, d'énergétique, etc., on est dans le mouvement. Mais là, je parle vraiment de quelque chose, hein, c'est un travail vraiment profondément énergétique, égo-énergétique. Quand on travaille sur l'ego, on est vraiment dans le cœur du réacteur au niveau énergétique, parce que c'est de là que tout va pouvoir partir, et partir, justement. Parce que tout façonne nos comportements, nos façons d'agir, nos attentes vis-à-vis des autres, nos trop, nos manques, tout va partir de là. Donc en fait, quand on apprend à être dans le discernement, eh ben on enlève petit à petit les aiguilles, on est de moins en moins repoussoir. Repoussoir, parce que si, par exemple, je suis en demande, moi, dans mes comportements, que, j'en sais rien, moi, Gilbert, fasse attention à moi. Bon. Et Gilbert, il ne fait pas attention à moi, il ne me voit pas. Mais moi, je veux absolument que Gilbert il fasse attention à moi. Je ne peux pas vous dire pourquoi, peu importe. Moi, je veux qu'il prête attention à moi, d'accord, qu'il me voit, qu'il s'intéresse à moi. Il y a plein de choses là. Pour ceux qui ont fait le travail, vous pouvez déjà discerner plein de trucs, d'accord. Voilà. Et en fait, je vais avoir des comportements pour essayer d'intéresser Gilbert, d'accord, pour essayer que vraiment il s'intéresse à moi, etc. Et puis plus je fais ça, plus Gilbert s'éloigne de moi. Voilà, il ne me voit pas et moi je suis de plus en plus dans l'attente. D'accord.
Bah parce que là, du coup, ce sont les justes comportements. Mais quelquefois, on a des comportements comme ça, et on a beau faire, et on se rend compte que ça ne marche pas. Dans un couple, admettons, si on attend que l'autre soit dans une communication, soit dans l'écoute. Souvent, on entend ça dans l'écoute. Tu m'écoutes pas. L'écoute, c'est hyper important. D'accord ? Et ça s'apprend aussi. C'est tout un travail, ça aussi, l'écoute. Tu m'écoutes pas. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Tu m'écoutes pas. C'est hyper vexant de se faire entendre, enfin, d'entendre ça. Tu m'écoutes pas. Tu m'entends pas. Tu m'entends pas, tu m'écoutes pas, tu fais pas, je te parle, tu fais pas attention, etc. C'est vexant. Et puis on va dire ça, et puis on va être dans une démarche pour que l'autre nous écoute, etc. Et puis on va voir que ça ne marche pas, que l'autre ne nous écoute toujours pas. Au bout de 10 ans, il ne nous écoute toujours pas. Au bout de 20 ans, il ne nous écoute toujours pas. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien justement, c'est tout le travail perdu. C'est tout le travail. Non, c'est pas perdu du tout, parce que moi j'ai travaillé là-dessus. Donc que ce soit avec les frères et sœurs, avec le conjoint, avec plein de gens, j'ai travaillé là-dessus. Sinon, je ne vous parlerai pas de ça, je ne vous ferai pas une conférence si je n'avais pas bossé dessus, moi. J'ai fait ce travail-là pour tout mon entourage. Et on est nombreux dans la famille. Et pas simplement parce qu'on ne m'écoute pas, ou pas, pour plein de choses. Et en fait, j'ai appris à discerner, vraiment, tout ce qui n'allait pas au niveau de mes souffrances égotiques, tout ce dont je vous ai parlé jusque-là. Et je m'en suis libérée, les unes après les autres. Et ce qui se passe, c'est que, justement, n'ayant plus d'attente vis-à-vis de mes frères et sœurs, vis-à-vis de mon conjoint, vis-à-vis de toutes les personnes qui comptent pour moi, qui sont très importantes, etc., je suis devenue beaucoup plus cool. Ouais. Beaucoup plus cool, donc beaucoup moins repoussoir. Et là, on est dans la loi de l'attraction. C'est-à-dire que plus on se libère de toutes ces souffrances égotiques, de toutes ces aiguilles, et bien là, en se libérant de ça, avec la technique que j'ai mise au point, parce que c'est une technique bien précise, ça permet vraiment immédiatement d'inverser la tendance. C'est qu'on se libère de ça et on est justement, comme on est libéré de ça, mais vraiment concrètement, ça va jusque dans les mémoires cellulaires, voilà, c'est vraiment un travail très précis, immédiatement il se passe l'inverse. Et là, du coup, on se rend compte qu'en se retrouvant dans des mêmes situations, dans des mêmes... avec les personnes, avec ces personnes-là, ou avec d'autres situations similaires énergétiquement, pas forcément les mêmes situations, mais des choses similaires, on se rend compte que ça ne nous atteint plus. Alors il ne s'agit plus de se dire, oui, je me protège, etc., parce qu'il n'y a même plus besoin de se protéger. Il ne s'agit plus de se dire, je me respecte, etc., je prends telle ou telle posture, parce que sinon il va se passer. Non, il n'y a plus besoin, parce qu'en faisant ce travail-là, on change complètement, intérieurement, énergétiquement, ça va très très loin. Et du coup, quand on se retrouve en face de ces personnes avec qui on avait ces multiples griefs sur lesquels on a pu travailler, toutes nos attentes qui viennent de nous, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent en face, ils ne savent pas forcément ce qu'on vit. Ils ne peuvent pas savoir ce que nous on attend derrière, surtout si on ne leur demande pas. Et même si on le dit, peut-être qu'on le dit mal, peut-être qu'on ne le dit pas avec les mots qu'il faut, peut-être qu'on ne le dit pas avec le ton qu'il faut. Parce que si on dit oui, mais tu m'écoutes pas, c'est pas pareil que de dire tu vois, je me sens pas entendue là, tu vois, j'aimerais bien que tu prennes le temps d'entendre vraiment ce que je dis, parce que là, tu vois, c'est important pour moi. C'est pas du tout la même chose. Donc en fait, en fonction de là où on en est, on va pas avoir le même temps. Le temps, c'est hyper important, ça fait partie aussi dans les signes de reconnaissance. Là, le ton, on appelle ça le paraverbal. D'accord ? Et puis tout ça, eh bien en fait, ce dont je vous parle, c'est le métaverbal. C'est-à-dire, c'est l'énergie qui émane de vous. Vous pouvez être très attractif parce que, voilà, il y a des choses parce que vous êtes cool, tout simplement. Et puis repoussoir parce que, justement, il y a trop de ces souffrances égotiques qui sont encore là, bien présentes, et dont vous n'êtes pas forcément consciente. Et vous pensez bien faire. Vous rappelez la personne, vous dites, et puis, mais il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il y a plein de choses derrière qui n'ont pas été réglées. Voilà. Et c'est vraiment ce travail-là, en fait, qui est important à comprendre pour pouvoir vraiment non plus être dans des postures, je me donne la posture d'eux, je fais attention, ou alors ceux-là je ne vais plus les voir parce que ça ne va pas, je me mets en retrait, je me protège, etc. Il n'y a plus ça. C'est-à-dire qu'on devient en capacité d'être en relation, en bonne relation. Là, on a vraiment traité, c'est plus la gestion, on a traité le conflit, parce que le conflit n'a plus lieu d'être, parce que vous,
à l'intérieur de vous, vos conflits internes ont été évacués. Parce qu'en fait, il s'agit d'un rapport avec vous d'habitude, d'abord. C'est pas avec l'autre, c'est d'abord avec vous. L'autre, en fait, n'est pas un problème. L'autre n'est pas du tout un problème. L'autre est un révélateur de vos problématiques internes qui vous viennent de loin, quelquefois. Et donc, c'est ce travail-là qui se fait, qui est important pour pouvoir justement se libérer, pour pouvoir être... Quand on n'est plus dans l'attente d'un truc bien précis de l'autre, parce que là, on va dans la précision. C'est pas juste simplement attendre que l'autre vous écoute. Ça peut être l'attente de plein de choses dans cette juste écoute. D'accord? Eh bien, il n'y a plus d'approche, il n'y a plus d'aiguille, on n'est plus repoussoir. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on devient beaucoup plus léger. Donc, il y a la légèreté qui s'installe. Donc ça, c'est beaucoup plus attractif. Et puis, il y a l'humour. Mais pas l'humour cynique, cinglant, ou, non, le vrai humour. C'est-à-dire rire de soi, rire de la situation, rire ensemble. Et en fait, ce que j'observe en faisant ce travail-là depuis maintenant un paquet d'années, c'est qu'il y a une complicité qui s'installe. C'est que, comme je vous l'ai dit dans la conférence, c'est vraiment retrouver la voie de l'humour et de la complicité, sans effort. C'est pas l'humour et la complicité en se forçant à aller aussi vers ce que l'autre veut, attend, etc. Parce que là, on se trahit. Si ça fait greu à l'intérieur de soi, on se trahit. Donc ça va pas marcher. Parce qu'au bout d'un moment, on va être dans le ressentiment, on va être dans la rancœur, et ça va repartir, les greux, les aiguilles, là. Puis l'autre va dire un truc qui va pas nous plaire, et puis hop, l'aiguille, ça va repartir. Tac, il y a une autre aiguille qui va repartir. Ah bah celle-là, je pensais que je l'avais enlevée, bah non. Ah bah non, il y en a une autre toute petite là à côté, tu n'avais pas vue, mais elle est bien plantée celle-là, tu ne l'avais pas vue. D'accord? Donc c'est très subtil. Et c'est pas par gros paquets que ça se passe. Voilà. C'est vraiment un travail de discernement, d'aller vers la subtilité dans chaque situation. Voilà. Et ça, on est vraiment dans le travail de l'ego. C'est pas juste l'émotionnel. L'émotionnel, on travaille dessus, c'est bien, mais ça suffit pas. Ça suffit pas du tout. Ça va beaucoup plus loin que ça. L'émotionnel en fait partie de l'ego. Et ça ne suffit pas. Et en fait, ce travail-là permet vraiment de retrouver la légèreté et la vraie compassion aussi. C'est-à-dire que on peut être dans la compassion quand soi-même on a vécu dans sa chair des choses. Et là, on peut entendre, on peut comprendre l'autre. Quand on a fait ce travail-là, on entend mieux aussi l'autre dans ce qu'il peut éprouver, dans ce qu'il peut vivre. On voit mieux les souffrances égotiques de l'autre. Donc du coup, on peut mieux aussi être dans cette disponibilité pour entendre l'autre dans ce qu'il a à dire, dans ce qu'il vit. On n'est plus dans le « je veux te convaincre que j'ai raison ». On n'est plus dans le « regarde, t'as vu ce que je fais moi ?» On n'est plus dans la comparaison non plus, il n'y a plus tout ça. Et on est dans quelque chose de très léger, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus serein, d'apaisé. En fait, c'est un travail vraiment d'apaisement, de pacification de l'ego. Voilà. Et ça, c'est possible avec ce travail-là, la DAI. Ça peut se faire avec plein de méthodes. Parce que moi, je suis sophrologue, je suis formée à l'écoute centrée sur la personne, je suis praticienne en EFT, je suis maître Reiki. Avec le Reiki, pareil, on peut travailler aussi sur le relationnel. Surtout quand on a le 2e degré, il y a une méthode formidable, il y a une technique formidable qui travaille sur le relationnel, c'est extraordinaire. Justement pour arrêter les conflits, pour harmoniser les relations. Il y a plein de méthodes possibles. Mais malgré tout ça, voilà, j'en suis venue à moi, en travaillant sur moi, à créer ce procédé-là, parce que il manquait encore quelque chose, et j'ai vécu des choses extrêmement difficiles sur le plan relationnel, très dur. Et en fait, c'est ce qui m'a amené à créer Adae, l'aide au discernement pour l'ajustement et l'harmonisation de l'ego, parce que j'avais compris que j'avais travaillé sur la conscience, la sophro, c'est ça, sur l'écoute, certes, sur l'âme, peut-être, sur le corps, certainement, puisque je suis prof de culture physique aussi. Voilà, et puis plein de choses. Et en fait, je pensais que j'étais pomme-corne. Je pensais que j'étais pomme-corne, que j'étais arrivée à ça, que j'étais quelqu'un de bien, quoi. En plus, on me disait « Oh, Anne, t'es une belle personne ». Mais depuis que j'ai traversé des choses extrêmement difficiles, j'ai compris que j'étais ça à l'intérieur.
Et j'ai arrêté de me raconter des histoires. Et j'ai arrêté de me voiler la face. Et j'ai fait vraiment un travail colossal. Ça fait 7 ans que je travaille sur mon ego quotidiennement. Parce que je sais comment faire. J'ai créé une arme redoutable de paix. C'est une arme de paix. C'est vraiment pour aller vers la pacification et la paix en soi. Et quand on est comme ça, eh ben c'est ce que j'appelle tout simplement la coolitude. La coolitude, ça n'existe pas. Mais si, ça existe. La coolitude, ça existe. Voilà, c'est ça, en fait. Et quand on est cool avec soi, et ben avec l'autre, ça coule aussi beaucoup plus facilement. De source. Hein? Ça coule de source. Ça coule de source. Alors, il ne faut pas croire que c'est facile. C'est vraiment un travail de fourmi. Mais c'est possible. Il faut juste être motivé pour ça. Il faut juste le vouloir. Hein. Voilà. Alors, je vais stopper là pour l'instant parce que j'ai encore des choses à vous dire, j'ai des questions à vous poser. Je vais vous faire un petit travail maintenant. Est-ce que vous avez des questions d'abord? Ou des témoignages? Non, c'est bon, c'est clair tout ce que je raconte? Ok. Alors maintenant, je vais vous poser la question. Comment dire? On va essayer de discerner. Alors, on parle de l'amour. L'amour, c'est une énergie. C'est pas une émotion. C'est une énergie. Elle se manifeste de plein de. Quand on dit, j'aime, je t'aime, ou j'aime bien ça. J'aime bien. On a que ce mot-là. Je vais bien, je vais pas bien, j'aime pas. Voilà. On veut dire quoi par ça? Bonjour le discernement. Hein. Parce que le discernement, c'est un travail de vocabulaire. De vocabulaire, mais alors, c'est infini. Tous les mots qu'on peut employer, mais on n'en emploie qu'une petite partie pour toujours dire la même chose. Donc, on peut difficilement avoir du discernement sur tout ce qui se passe en soi dans une situation donnée si on manque de vocabulaire. C'est clair. C'est hyper important. On va confronter ensemble l'énergie d'amour et l'énergie de peur. Et vous allez me dire comme ça, je n'ai pas de tableau, on va le faire à main nue. Qu'est-ce que vous mettez dans l'énergie d'amour? Alors je vais commencer, je vais dire humour. À vous. Bienveillance. Bienveillance, ok. Respect. Respect. Consentement. Consentement. Oui. Complicité. Complicité, tout à fait. Joie. Joie, oui. Et vous? Vous voyez, c'est pas si simple. Hein? Allez, il y en a des tonnes. Hein? Tendresse. Famille aussi. Famille, c'est... famille dans le sens... mariage, naissance... Non, je mets pas ça là-dedans. Je mets pas ça là-dedans. Non, parce que mariage, c'est autre chose, c'est une situation. Et derrière, il peut y avoir l'amour, mais pas. Hein? Simplicité. Hein? Simplicité, oui. Amour, il y a aussi, pour moi, la haine. Alors, la haine dans l'amour, non, je mettrais du côté peur, la haine. C'est vrai. Oui. Alors, vous pouvez balancer des trucs, on va voir si c'est côté peur, côté amour. Hein. Écoute, amour, oui. Construction. Construction, co-construction. Ouais, oui, donc, amour. Pas la construction d'une maison. Oui, non, mais amour. Ouais. Construction, amour. Oui. Séduction, je ne sais pas si on l'a dit. Séduction, non, je ne mettrais pas dans amour. Ouais, pourquoi? Je mettrais entre les deux. Hein, mais séduction, ça peut être aussi une manœuvre. Et c'est pas quand tu es dans la séduction, tu n'es pas forcément aussi dans la confiance en toi. Ouais, mais pour séduire l'autre, Ouais. fallait au premier rendez-vous, tu vois. Ouais, pour moi, non, je ne mets pas dans l'amour, la séduction. Le coup de foudre. Je mets pas ça, oui, c'est dans une énergie d'amour, mais c'est pas ça que je... Non. c'est pas... Romantisme. Romantisme, si tu veux. Oui, romantisme. Beauté. Hein? Beauté, oui, beauté. Fluidité. Fluidité, oui. Empathie. Empathie.
souviens bien de ce qu'elle dit. J'ai dit tout à l'heure quelque chose là. Coulitude. Oui, j'ai dit tout à l'heure là, en répondant, j'ai répondu Ah ouais? à Lily, ouais. Je t'ai dit quoi? Séduction, ça peut être aussi un manque de confiance. Confiance et dans l'amour. Ouais. Compassion, bien sûr. Compassion, c'est à ça aussi que mène la Daé, à la compassion. À l'amour inconditionnel, mais là c'est encore autre chose. Hein. Ouh. Voilà. Attraction. Attraction, oui, si on prend dans le sens à l'opposé, ça serait repoussoir. Oui, c'est pour ça que j'ai vu Attractif. repoussoir, donc j'ai... Attractif, Ouais, voilà, son alchimie, là. attractif, hein. Alchimie. Alchimie, mais non parce que ça veut. Ça veut rien. Bah, c'est pas que ça veut rien dire, mais c'est pas dans l'énergie d'amour, c'est pas dans ce que je veux. En fait, l'amour, c'est vaste. Mais oui, parce que de quoi on parle quand on parle d'amour? Là, je vous fais faire un travail de discernement comme du vocabulaire. Là. De quoi on parle? C'est du partage aussi. Partage, tout à fait. Bien-être. Bien-être, c'est une résultante, Ouais, une conséquence. une conséquence. Bon, un mot avec 4 lettres. On commence par S. Sexe, mais c'est une conséquence aussi, je veux dire, peut-être, ou un début. Mais c'est pas. C'est pas. D'accord. C'est pas dans cette énergie-là. Une attitude. Oui, c'est une attitude. Alors, il peut y avoir l'estime, Ouais, L'estime, l'estime, d'accord. la confiance. la confiance, oui. La communication. La communication, Ouais. absolument, la communication, oui. Moi, je mettrais maîtrise. La maîtrise, oui. Aller imposer du contrôle. Du contrôle, qui est dans la peur. Ouais. Oui. Qui, Et côté peur, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? La rupture, Rupture, c'est une conséquence. une conséquence. En effet, quand on est dans les souffrances égotiques, on est beaucoup dans la peur. Mm. Et la conséquence peut être en effet la rupture. Mm. S'éloigner, rompre, c'est une conséquence. On est dans la peur. Donc le thème c'est peur. agressivité. Agressivité, mais Ouais, bah, la force, enfin la force, la violence. La force, non. Bah, La violence. La violence. La violence, oui. Ouais, mais forcer quelqu'un. Mais c'est pas forcer quelqu'un, la force. Ouais. La force en tant que telle, je dirais plutôt que c'est dans l'amour. Mm. C'est que quand on est dans la force, on peut être aussi dans la puissance. C'est vraiment là, quand on est aligné, l'alignement, s'il fait partie de l'amour. On est dans l'alignement, c'est vraiment le respect de soi, de ses valeurs, entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait, etc. L'inverse serait la toute-puissance. Et là, on est dans la peur. On a la peur. Quand on est dans sa toute-puissance, quand on est aussi dans l'autoritarisme, on n'est pas dans l'autorité. L'autorité serait du côté de l'amour, d'avoir de l'autorité. On n'est pas dans le forcing. On a une autorité, c'est porteur l'autorité. Alors que l'autoritarisme, quelqu'un qui n'a pas d'autorité est dans l'autoritarisme, est autoritaire. Rien à voir. Et dans sa toute-puissance. Comme Poutine. Excuse-moi Poutine, hein, mais bon, il faut dire les choses à un moment donné. Hein. Patator, patator, patator. Et du coup, il s'entoure d'un tas de choses parce que sinon, bah, évidemment, là, il a peur. Il y a de quoi, hein. Tout le monde veut le trucider. Donc, je peux parler, de toute façon, moi j'ai très peu de followers, personne ne va relayer ma vidéo. Je ne risque pas d'être attenté. Bah, il faudrait peut-être lui dire d'ailleurs. Hein? Peur. Qu'il a peur, mais Ouais, oui, il en a Bah, pas. de toute Je pense qu'il n'en a pas conscience. Si tu vois deux hommes arriver chez toi en noir avec une fiole, tu sais. Oui, discrètement. Discrètement. Bien, alors on continue dans la peur, l'énergie de peur. Le manque de confiance en soi. Exactement, manque de confiance en soi, manque d'estime de soi. La confiance en soi fait partie de l'estime de soi. Hein. La crainte. La quoi? La crainte. La crainte. Oui, bien sûr. Bah oui. Ouais, l'échec. L'échec est une conséquence. Hein. Ouais, une conséquence. Bah, ouais, comme la rupture, ça. Ouais. La peur du rejet. Alors le rejet fait partie de la peur, oui.
Bah, ouais, l'abandon. L'abandon, oui. La passion, des fois, ça peut être. La passion, voilà, ça je mettrais entre les deux. Hein, c'est entre les deux, on ne sait pas trop. Voilà. La passion, ouais. Ça peut être aussi bien dans l'un que dans l'autre. Oh, oui. Et il en manque plein, plein, plein. Hein. Ah bon? Bah ouais. Mais c'est pas si simple. Et quand on veut justement comprendre ce qui se passe en soi, si on veut vraiment faire un travail d'honnêteté, de vérité avec soi-même, il faut savoir de quoi on parle quand on dit j'aime ou j'attends que l'autre m'aime. Mais ça peut être juste des fois qu'il m'estime, qui valide ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, qu'il apprécie, l'appréciation. Hein? Qu'on soit pas une plante verte. Oui, Oui, le fait d'être. Ouais, oui, mais ça suffit pas de dire ça, oui. Voilà, Ouais, c'est c'est- ça. Qu'est-ce que tu attends derrière de ne pas être une plante verte? Qu'est-ce qui se passe derrière? Du respect, de Bah, l'estime. respect, ok, l'estime, ouais. Il faut se faire respecter. Et, pas de la gratitude, mais... Oui, gratitude. Je vais mettre gratitude dans l'amour, bien sûr. Gratitude, c'est un très haut niveau de comment dire, d'énergie, la gratitude. La colère, ça peut être dans les peurs. Alors, dans la colère, en effet, est une manifestation de la peur. L'hystérie. Et en sous-titre de la cynisme. colère, Ouais, c'est- exactement, le cynisme, tout à fait. Non, moi j'ai dit l'hystérie. L'hystérie, oui. La lourdeur. Hein? Tu parles de la lourdeur, La contrairement au lourdeur léger, aussi, le léger, contrairement à la légèreté qui va être du être côté de lourd. l'amour. dans le- La lourdeur, oui. L'hystérie, oui, c'est du côté de la peur, tu as raison. Bah ouais, parce que quand on. Enfin, imaginons une rupture, on peut dérailler, quoi. Oui. Ouais. C'est perdre pied. Perdre pied, oui, Ouais, tout à t'as fait. pied. L'injonction. Hein? L'injonction. L'injonction. que tu Imposer. Oui, alors l'injonction en soi, Ouais, c'est certain le terme. voilà, qui mais vient avec ça. c'est le fait d'être, oui, enfin, de donner des ordres, Oui, oui, oui. quelque chose comme ça. Oui, c'est plutôt le côté énergie de la peur, oui, plutôt, oui. Mais bon, en même temps, ça dépend. Oui, c'est Là, vrai. Oui, bah non, oui, ça- tu vois, là, c'est pas aussi tranché. Ça dépend comment c'est dit, ça dépend. Une injonction, en même temps, c'est vrai que c'est. On n'aime pas trop recevoir des injonctions. Hein. Privation de ses libertés, je sais pas comment on peut dire ça. Alors, comment on pourrait appeler ça? Privation de liberté? Enfermement? Ouais. Hein, enfermement, emprisonnement. Ben, on est du côté de la peur, tout à fait. Contrairement à ouverture, on peut mettre ouverture d'esprit. Ouais, parce que une relation toxique, là, c'est pourquoi on peut être privé de ses libertés, quoi. Tout à fait, oui. Ouais. Aliénation, manipulation, tout ça c'est Bah du ouais. côté de la peur. Ouais. Hein. Franchise, c'est côté plutôt de l'amour. Ah bah oui. Vérité, côté de l'amour. C'est- Humiliation, Ah bah, côté de la peur. Ressentiment, peur. Ouais. Rancune, Ouais. aigreur, Peur. amertume, Oh, on en a oublié. acrimonie. Oh, Acrimonie, les trois quarts des gens savent pas ce que c'est que l'acrimonie. C'est ce que j'allais te demander, c'est quoi? Hein? C'est quoi? L'acrimonie, c'est t'es acre, tu vois, et ça, il y a quand même pas mal de méchanceté aussi dedans. Hein? Amer. Ouais, bah, la jalousie. La jalousie, côté de la peur. Ouais. Amertume. Oui, je l'ai dit, Ah, amertume. je l'avais dit, ouais, pardon. ouais. Oui. La possession de l'autre aussi, c'est... Alors la possession tout court. Oui, ouais. La possession, c'est pas la possession en soi, c'est Non. le. C'est Le- tout ce qui englobe en fait. Hein? C'est tout ce qui englobe... ça peut être... La possessivité plutôt. oui, Pas de voilà. possession, mais la possessivité. Voilà. Voilà. Ouais. Il en manque plein. Ouais, on pourrait rester pendant 1 heure là comme ça. Ah Bon, il y en a. ça. Il y en a plus dans la peur. Il y en a autant dans la peur que dans l'amour. Bah, le vol. Le vol aussi, oui, c'est dans la peur plutôt. Bah ouais.
Le don, ça va plutôt être dans l'amour. Ouais, parce que imagine, t'as un plan d'un soir, tu t'endors, ils te volent ta carte bleue, enfin ton porte-monnaie. Non, en fait, ils te volent ton cœur. Désolée. Un cœur avec un pot. Non, mais dans le vol, en fait, il y a de l'abus. Voilà, l'abus. Il y a de l'abus. On abuse de l'autre, pas. C'est simplement abuser de l'autre. Voilà. La peur, il y a aussi l'étouffement. Étouffement, oui, tout à fait. L'étouffement. Intimidation, je sais pas. Intimidation, absolument. Oui. Et vous? Ouais, violence, on l'a dit. Respire. Hein? Respire. Respire. Bah, respire, non, ça c'est une fonction vitale. Mais on peut. C'est plutôt dans l'étouffement, tu vois. Oui, respiration. Alors, si tu disais. Non, dans l'amour, oui, en effet, respire, mais respire. On va trouver autre chose. C'est. En fait, si, je comprends ce que tu veux dire. Je vais mettre respiration dans l'amour, si tu veux, et si on met dans la peur, je vais mettre apnée. Quand on est dans le stress, on est en apnée. Oui. Hein? Le blocage. Le blocage, oui. Ouais. Aux souffrances, je sais pas ce qu'on a. Oui, souffrance, on est dans la peur quand on souffre, bien sûr. On a toutes les souffrances égotiques dont je vous parle. Derrière, il y a plein de peurs. Ouais, et puis en fait. C'est-à-dire qu'il y a des peurs derrière, mais aussi elles génèrent aussi des peurs. Oui, puis elles sont faites dans souffrance. Je voulais parler du corps aussi, parce que quand on a peur, notre corps le sait aussi. Donc, je sais pas comment. Maladie. La maladie est une conséquence, en effet. Est une conséquence. Ouais. Douleur. Douleur, oui. Mais là, vous parlez de manifestation physique. Oui. C'est tout à fait pareil. Physique et psychologique. Psychologique, oui, aussi. Oui. C'est pas une attitude, c'est pas une attitude. L'emprise, oui. L'emprise, absolument. Tes peurs. Ça fait partie de l'énergie de peur. Ça génère ça et c'est aussi la peur qui génère ça. C'est certainement pas l'amour. Quand on est dans l'amour, on n'a pas besoin d'être. Quand on est dans l'amour, de mettre quelqu'un sous emprise et on ne se sent pas non plus sous emprise. Non. Puis on se sent bien. Ouais. Son mal, Allez, un petit dernier de chaque côté. Pour la peur. Un petit dernier chacune. On a fait confiance. De chaque côté. Défiance. Alors, défiance, on ne l'avait pas mis. Non. Défiance, méfiance. Méfiance aussi, on est dans la peur, non oui. Jalousie, Jalousie, on a mis. L'envie aussi. Quand on est dans l'envie. L'envie de l'autre. Tolérance, oui, c'est côté plutôt amour. Côté amour, l'harmonie. L'harmonie, bien sûr. Au niveau peur, peut-être obligation, mais se sentir obligé à faire quelque chose. Contrainte, je vais mettre. Voilà. Contrainte. Se sentir obligé, contrainte. Un petit dernier dans l'amour, là. Moi, je sortirais Kalachnikov. Kalachnikov, c'est un instrument. C'est un instrument au service de la peur. Un cœur. Tu le mets amour ou un des deux? Un petit dernier dans l'amour. Allez, ange. Non. C'est libellule. Mais non. Allez, vas-y, Chocolat chaud. Libellule, quand même, hein. Quel âge? C'est vrai que c'est les efforts. Ah oui, C'est chaud et froid. Allez, un petit dernier dans l'amour. Côté amour. Heureux, ouais. Bonheur. Félicité. Félicité. Ouais. Joie.
Je vois, oui, ça a été dit, mais on recommence. Ouais, mais ça tombe toujours. On aime ça. Ça ouais. tombe toujours un peu. Oui. Hein. Alors qu'il y en a encore plein. Hein. Ah oui, bah, Quand je fais mes ateliers, par exemple, on travaille là-dessus, hein, mes ateliers d'Adalé, je vous assure, j'ai un grand tableau qui fait tout un mur. Hein. C'est rempli. Rempli. ah oui. Donc on nous a- Et encore, d'un groupe à l'autre, c'est pas toujours les mêmes mots. Ouais. Bon, il y a des mots qui reviennent, mais des fois, d'un groupe à l'autre, c'est pas forcément les mêmes mots. Donc c'est énorme. Ouais, parce que c'est suivant comment nous on perçoit le mot amour. Oui, et puis ce qui vous vient, et puis ce que vous vivez, et puis ce dont... Et ce qu'on a vécu aussi. Voilà, et ce dont vous avez conscience aussi. Ouais. Et c'est pour dire que le vocabulaire au niveau de l'énergie d'amour et l'énergie de peur, c'est énorme. Et on tourne toujours autour des mêmes choses. Réconfort, Donc, on n'a pas dit. Hein? Réconfort. Réconfort, absolument. Et ce qui fait que quand on est limité comme ça au niveau de des mots, du vocabulaire, on le sait maintenant, on le sait depuis longtemps, enfin c'est pas maintenant, c'est depuis longtemps, que les mots façonnent notre esprit, façonnent nos pensées. Et nos pensées vont façonner nos comportements. Donc en fait, plus on a de vocabulaire et plus on fait ce travail de distinction au niveau du vocabulaire quand on fait les ateliers d'Adaé, et plus on peut enlever toutes ces aiguilles de peur, etc., plus on avance et on fait un travail de dingue au niveau de la restitution de notre intégrité, de notre incarnation, et pour aller vraiment vers cet élan d'amour avec tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire que quand on fait le travail d'Adaé, en fait, on se rend compte, des fois on pense qu'on est dans l'amour, on est quelqu'un qui est dans... Et puis en fait, quand on voit ça, on se dit, l'autre jour, il y en a un qui a dit, je me rends compte que je suis... Alors, l'amour était sur la colonne de gauche, la peur était sur la colonne de droite. Et il a dit, je me rends compte que je suis que sur la colonne de droite, alors que c'est une personne qui pense être complètement dans le don de soi, l'amour et la générosité, tout ça, la générosité, c'était ça. Alors peut-être, mais la colonne de droite, c'est-à-dire celle de la peur, était la plus importante pour lui. Et en fait, tant qu'on n'a pas conscience de ça, tant qu'on n'a pas le discernement objectif, vrai, en vérité, honnête avec soi-même, on pense qu'on est dans l'amour et que l'autre n'y est pas, et que c'est l'autre qui a un problème, et que c'est l'autre qui doit travailler sur lui. Et on est encore dans l'attente que l'autre travaille sur lui, et on est encore dans l'attente que l'autre, etc. Et on ne s'en sort pas. Alors on croit être là-dedans. En fait, on est dans l'énergie de peur, et ça, on est là-dedans. Et donc on continue d'être dans cet ego surdimensionné, on continue d'être là-dedans, on continue d'être repoussoir, et d'attirer en même temps à nous les situations délétères pour nous, les personnes délétères pour nous. Tant qu'on n'a pas conscience de ça, et tant qu'on n'est pas là dans ce discernement à enlever, mais pas n'importe comment, à supprimer toutes les souffrances égotiques sous-jacentes à cette colonne de droite, cette colonne de la peur, on n'entre pas véritablement dans l'amour. C'est-à-dire qu'on pense y être là, mais c'est juste là. Mais là, notre cœur, vraiment, parce que notre cœur, il a aussi des neurones, et puis il vibre à des fréquences, je ne connais pas exactement les fréquences, je suis sûre que là, parmi les internautes, il y en a qui connaissent, tu connais les fréquences, à quelle fréquence va le cœur? Non, enfin, c'est du mal de contrôler le cœur. En tout cas, voilà. Et bien justement, quand on fait ce travail-là vraiment, en vérité, et qu'on supprime tout ça, notre cœur peut vraiment vibrer de plus en plus à son plein potentiel. Et là, on est vraiment dans la loi de l'attraction. À fond. On est vraiment là. Et on se raconte plein d'histoires. On se fait croire un tas de choses. On se raconte plein de trucs. Alors qu'en fait, au fond de nous, ouais, on a des hontes, on a des lâchetés, on a des trucs pas très glorieux, etc. On pense des choses qu'on ne devrait pas penser, mais on les pense quand même. Ok, c'est ok pour moi. Il n'y a aucun problème. On a le droit de penser tout ce qu'on veut. Sauf que, souvent, on se raconte le contraire. Non, j'ai pas le droit de penser comme ça. Non, j'ai pas le droit de... Voilà. Et du coup, c'est ce qui va faire qu'avec l'autre, ça va être repoussoir. Parce qu'on essaie de se faire croire que, encore une fois, on se raconte des histoires. Et en fait, on est là, dans la patator, là, et on est repoussoir. Et ça ne marche pas. Parce que c'est énergétique.
Il ne suffit pas de vouloir entrer en communication avec l'autre. Il ne suffit pas de vouloir faire, il ne suffit pas de faire des efforts, il ne suffit pas de mettre en marche des façons d'être, des façons de faire. Pas du tout, ça ne suffit pas. Parce que ça va tenir 3, 4, 5 minutes. Et après, poum, on va sortir un truc et comme ça va repartir. Pas t'as tort. Ça va pas tenir longtemps, Popcorn. Parce que le naturel revient derrière. Alors que si vous avez vraiment travaillé à enlever toutes ces aiguilles-là du côté peur, les unes après les autres, et c'est pas les peurs qu'on enlève, hein. C'est bien d'autres choses. Hein. C'est pas juste je me libère de la peur de ci ou de ça, c'est bien d'autres choses. Hein. Ça suffit pas, hein. Ça marche pas, ça tient pas dans le temps. Il s'agit bien de travailler sur toutes les souffrances égotiques sous-jacentes à tout ça. Et là, il y a complètement autre chose qui se passe. Et là, on est vraiment dans quelque chose de pacifié, le cœur qui peut vraiment rayonner. Et ça change complètement la donne. Avec votre conjoint, votre conjointe, votre frère, votre sœur, votre mère, votre père. J'accompagnais des gens aussi là, qui étaient en dépendance affective avec leur mère, avec leur père, avec un membre de la fratrie, ou d'autres choses, ou même leur patron, ou je ne sais quoi. Mais c'est énorme tout ce que ça peut changer. Parce que là, on change, donc il n'y a plus rien, ça n'a plus de prise. Ça glisse, c'est pacifié. Et du coup, même, on en vient à rigoler sur des choses où avant, on aurait été dans des à l'intérieur, là. Puis ça broie à l'intérieur, ça fait mal, il y a plein de douleurs, il y a plein de trucs qui vont pas, qui déconnent. Et puis là, ben non, on en rigole. Et le curseur pour voir où ça en est, c'est que dans le corps, c'est OK. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est nickel. C'est le corps qui révèle où on en est. Là, on peut se faire croire qu'on est bien, c'est bon et tout, on a réglé le problème. Mais il suffit que vous repensiez à une situation un peu conflictuelle et puis vous sentez si vous êtes à l'écoute de votre corps. Mais ça, c'est pas facile d'être à l'écoute de son corps. Hein. Quand on fait ce travail de discernement, quand je demande ce qui se passe dans le corps, bah dis donc, ça rame hein, souvent. Sauf les gens qui ont fait de la sophrologie ou qui ont fait un travail vraiment sur le corps poussé. Et même des fois, là, ça rame. Donc voilà. C'est le corps qui permet de voir que c'est OK. Voilà. Et quand c'est OK là, et ben c'est OK là aussi, et c'est OK là. Et du coup, oui, il y a de l'humour. Mais le vrai humour, il n'y a pas d'amour sans humour. Il n'y a pas d'amour sans humour. Voilà. Et on retrouve la voie de la complicité. Et si on sait le faire pour une personne, on peut le faire après pour plein de gens. Et c'est surtout que soit on est vachement mieux avec soi. Ah, mais qu'est-ce qu'on dort mieux? Ah, mais qu'est-ce qu'on a moins mal partout? Ah, mais qu'est-ce qu'on vit mieux, quoi? Ah, et puis l'autre, c'est cool. Voilà. Et à chaque fois qu'on va retrouver une situation conflictuelle, on peut refaire le chemin à l'envers, à refaire ce travail sur soi. Ah, il reste encore ça. Bon, toi, t'es un connard, d'accord? Mais en même temps, ce que tu viens de me dire, si moi je réagis comme ça, tu vois, si ça fait greu, si je suis dans la réaction, ça fait greu, c'est qu'il y a un truc intéressant là quand même que j'ai pas encore travaillé. Donc merci connard, parce que grâce à toi, je vais pouvoir travailler dessus, c'est vrai. Et je vais grandir, je vais être encore mieux. Tu vois, donc en fait, plus tu m'attaques, et moi avec cette arme-là, Adaé, eh ben, plus je vais me libérer, et plus je vais être forte. Forte, amour. Plus je vais être dans ma puissance, amour. Plus je vais être dans l'amour de moi et l'amour même de toi, connard. Parce que je vois tes souffrances égotiques, parce que si tu m'attaques comme ça, c'est que t'es pas ta tort derrière. Et je compatis. Ouais, mais on va dire connard, hein, pas ta tort, tu vas voir. Eh ben, écoute, tu non. vas prendre une patate. C'est ce que tu penses dans ta tête. Ouais. Quand quelqu'un t'a fait une queue de poisson, puis t'es là dans ta voiture, connard, connard. Connard, tu ne vas pas sortir de ta voiture pour lui dire connard, tu sais pas, parce que des fois, ouais, quelquefois c'est plus difficile. Mais t'inquiète pas, on dit de toi que t'es une connasse aussi, hein, oui, t'en fais pas. Hein. Voilà, donc je termine là ma conférence. Est-ce que vous avez des questions? Donc, il faut de Est-ce que vous voyez où vous en êtes? De la joie et de l'humour. Il faut de la joie, je ne mets pas le il faut. Le faux est du côté de la peur. Le faux est dans le contrôle.
Le il faut est dans le contrôle. Contrairement à la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est tout l'inverse du contrôle. Ça, j'écris ça dans mes bouquins. Alors tiens, j'ai amené, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin tout le monde connaît ici, mais bon, au cas où. Donc j'ai écrit 3 bouquins qui permettent de comprendre, bon ça c'est sur la sophrologie, en quoi le fait de remuer les épaules va m'aider à aller mieux dans ma vie. Donc c'est une forme de question-réponse sur la sophrologie, ça explique la démarche, ça explique plein de choses. Là il y a authentique. Authentique, bah oui parce que j'ai le syndrome de Gilles de la Tourette. Je vous dis pas le nombre de greux, je suis envahie de greux. Moi tout me stresse, tout m'énerve, enfin tout m'énervait, tout me stressait, parce que c'est plus le cas maintenant. Mais tout le monde aussi, tout était source de stress. C'est pour ça que j'ai pu aussi faire tout ce travail sur moi. Depuis 30 ans que je travaille avec la sophro, avec toutes les méthodes dont je vous ai parlé, jusqu'à créer ma propre méthode parce que c'était devenu nécessaire pour moi. Authentique, c'est un travail sur la congruence. Authentique. Voilà. Mais c'est un roman, un témoignage en même temps, et il y a tout mon travail dedans. Voilà. Et puis là, il y a Histoires érotiques, qui est la suite. Alors, il y a un jeu de mots aussi, Histoires érotiques. Voilà. Alors, c'est comment je suis arrivée à zérotique. Je ne suis pas à zérotique. Mais quand même, je suis passée de 40 000 tics par jour en moyenne. En moyenne, hein. Ça peut être moins, ça peut être beaucoup plus. À une moyenne de 1000 tics par jour. Une moyenne, parce que ça peut être moins, mais ça peut être aussi beaucoup plus. Voilà, sans médicaments, sans chirurgie, en faisant ce travail que je viens de vous décrire et que je décris aussi dans Histoires érotiques et dans Authentique. Voilà. Donc il y a tout ça dans mes livres si ça intéresse les gens. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Et puis voilà. Je sais pas combien de fois j'ai dit voilà dans la conférence. Il paraît que je dis beaucoup voilà. Je sais pas, j'ai beaucoup parce dit. que je suis copine avec toi. Donc je vais arrêter là. Voilà. Donc ça fait 1 heure, 22. Et ben je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette conférence, à la partager aussi, hein, c'est bien pour moi. Et puis à faire un petit commentaire. Voilà. Et puis j'ai aussi un petit lien Tipeee, s'il y en a qui veulent me soutenir, voilà, c'est dans ma bio, c'est marqué dans à propos. Et puis merci d'être resté jusqu'au bout. Hein. Et à la prochaine.